Salut à tous. Dans ma vidéo sur l'utilité des maths, j'avais parlé à un moment des machines de Turing, en disant que c'était une sorte d'ancêtre conceptuel d'ordinateur. Et bien aujourd'hui on va revenir sur ce point parce que c'est un sujet passionnant et sur lequel il y a plein de choses à dire. En 1936, Alan Turing, 24 ans, fonde le concept de machine de Turing. Il s'agit d'un objet abstrait composé principalement de deux éléments. On a d'un côté un ruban infini divisé en cases et pouvant contenir différents caractères. Ici, pour faciliter, on peut par exemple prendre le binaire, donc des 0, des 1 ou des blancs. Et de l'autre côté, on a une tête de lecture, qui peut avoir plusieurs états internes. Elle est initialement placée sur le ruban, et en fonction de ce qu'elle y lit et de son état interne, elle peut soit bouger à droite, bouger à gauche, rester en place, éventuellement modifier le caractère qu'elle a lu, et changer son état. Son comportement est décrit par sa table de transition. Celle-ci est composée d'instructions telles que si on lit un 1 et qu'on est dans l'état 1, alors on passe dans l'état 2, on écrit 0 et on va à droite. L'ensemble table de transition plus tête de lecture plus ruban forme ce qu'on appelle une machine de Turing. Pour l'instant, tout ce dont on a parlé est totalement abstrait et n'a aucune réalité physique. La notion de machine est un petit peu biaisée. Techniquement, ce qu'on a décrit là pourrait être accompli par un être humain bien discipliné, avec une feuille, un stylo et une feuille d'instruction. Pour mieux comprendre ce qu'est exactement une machine de Turing, on peut prendre un exemple. Prenez la machine qui dédouble une liste de 1. Cette machine, si on lui donne par exemple 1, 1 et que des blancs à côté, elle doit nous ressortir 1, 1, 1, 1 et que des blancs à côté. On notera qu'on n'a pas pris le langage binaire dans un souci de simplicité. Eh bien cette machine, elle a la table de transition suivante. Alors je vais pas détailler tous les calculs parce que c'est pas forcément intéressant, mais l'idée c'est que si vous vous placez ici et que vous commencez dans l'état 2, et en exécutant à la lettre les opérations qui vous sont données par la table de transition, vous devriez arriver en un nombre fini d'étapes à la sortie suivante. 1, 1, 1, 1. Vous pouvez le faire chez vous tout simplement avec un crayon, une gomme et une feuille de papier, ça peut être un bon moyen de visualiser. Bon, l'exemple est peut-être un peu simpliste, mais vous avez compris l'idée. Et puis on peut faire beaucoup mieux, savoir s'il y a un nombre premier, chercher le reste par une division euclidienne, ou encore trouver les racines d'un polynôme de degré 15 à 10 puissance moins 6 près. Toutes ces saines et ludiques activités à laquelle chacun s'adonne le dimanche soir. Comment? Vraiment? Personne? Et on va en fait se rendre compte que la notion de machine de Turing est fortement liée à celle d'algorithme. Alors pour les moins férus d'informatique d'entre vous, un algorithme c'est ça, une suite d'instructions parfaitement claires et définies. L'exemple type c'est celui de la recette de cuisine. La recette d'un gâteau au chocolat c'est je bats les œufs en neige, je les incorpore au mélange, je mets au four, si ça brûle je sors du four. À tout moment je dois savoir quoi faire et dans quel ordre le faire. Et on va se rendre compte que tout ce qui est faisable par un algorithme est faisable par une machine de Turing, et réciproquement. C'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Et ça nous dit en fait que les machines de Turing, c'est une autre manière de formaliser les algorithmes, et qui est d'ailleurs particulièrement simple. Et les algorithmes, vous savez, c'est un peu la base des ordinateurs. Mais pour bien comprendre que le concept de machine de Turing donne naissance à l'ordinateur, il faut d'abord parler de machine de Turing universelle. En effet, lorsque Turing fonde ce concept, il s'intéresse d'abord à des machines de Turing particulières, et notamment il démontre qu'il existe une machine de Turing dite universelle. Une telle machine de Turing peut simuler le fonctionnement de n'importe quelle autre machine de Turing, dès lors qu'on lui donne en entrée la table de transition de la machine en question et son entrée. Par exemple, si on donne à une machine de Turing universelle la table de transition de la machine qui dédouble une liste de 1, suivie de 1, 1, elle devrait nous ressortir 1, 1, 1, 1. Et en plus, la construction d'une telle machine n'est pas totalement abstraite et irréalisable, mais plutôt simple au final. Je vous renvoie sur ce point à la vidéo de Patience, qui est pas mal faite du tout. Et en fait, un ordinateur, c'est tout simplement une machine de Turing universelle. Alors certes, elle est un peu particulière parce qu'il y a un clavier, une souris, mais dans le fond, c'est exactement la même chose. C'est une machine de Turing qui exécute d'autres machines de Turing, des programmes, qui sont codés dans un certain langage. On remarque aussi que ça veut dire qu'on peut réussir à créer de toutes pièces quelque chose qui n'est à la base qu'un concept, une expérience de pensée. Une machine de Turing, techniquement, ça n'a pas de réalité, et pourtant on arrive à en créer une. C'est pas une mince affaire, c'est un beau challenge, mais c'est possible. Ok, donc la machine de Turing est bien l'ancêtre théorique de l'ordinateur. Mais lorsque Turing fonde son concept, il n'a pas du tout pour idée de créer un ordinateur. Ces machines sont avant tout pour lui un objet mathématique dont il va se servir dans ses recherches. À cette époque, Turing travaille sur le concept d'indécidabilité. Dire qu'un énoncé est indécidable en maths signifie qu'on est incapable de le démontrer ou de démontrer son opposé. Ça revient à dire qu'il est impossible de dire si l'énoncé est vrai ou faux. Et ce, non pas parce qu'on n'y arrive pas, mais parce que avoir une démonstration aboutirait à un paradoxe. Donnons un exemple. Étant donné une famille finie de polygones,
Est-ce qu'on va réussir à paver le plan avec celle-ci, sans recouvrement ou espace vide? Eh bien, cette question est indécidable. Bon, pour certaines familles, on sait le démontrer. Prenez par exemple un carré, et ça marche. Mais si on a une famille de polygones quelconque, il sera parfois impossible de savoir s'ils pavent oui ou non le plan. Eh bien, les machines de Turing, elles permettent de formaliser un petit peu tout ça. Et notamment, l'un des premiers problèmes dont on a démontré qu'il était indécidable à l'aide des machines de Turing, c'est un problème qui parle de machines de Turing, et c'est le problème de l'arrêt. Étant donné une entrée et une machine de Turing, si on donne l'entrée à cette machine de Turing, la machine de Turing va-t-elle s'arrêter ou tourner en boucle à l'infini? Encore une fois, c'est comme pour les polygones. En fait, il y a plein de machines dont on sait qu'elles s'arrêtent. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il y a une méthode générale pour savoir si une machine quelconque va s'arrêter? Eh bien non, et pour le comprendre, on va le démontrer. Pour ça, on va procéder à ce qui s'appelle une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire qu'on va supposer qu'il existe une telle méthode générale, et on va essayer d'aboutir à une absurdité, un paradoxe, ce qui nous dira bien que l'existence d'une telle méthode est impossible. Alors très bien, donc on suppose qu'il y a une méthode générale pour savoir si une machine va s'arrêter sur une entrée donnée ou non. On va alors créer une nouvelle machine de Turing, qui prend en entrée la table de transition d'une autre machine de Turing et son entrée, et qui doit nous dire en sortie si la machine de Turing considérée s'arrête sur l'entrée donnée ou non. Elle peut par exemple donner en sortie un 1 si la machine s'arrête, et un 0 si la machine ne s'arrête pas. On appelle cette nouvelle machine de Turing la machine A. Puis on crée encore une nouvelle machine de Turing, une machine B, qui ressemble beaucoup à A, mais en un poil plus compliqué. Cette machine de Turing B prend en entrée simplement la table de transition d'une autre machine de Turing. Puis elle dédouble cette entrée et donne l'entrée dédoublée à la machine A. Enfin, si la machine A sort un 1, alors B se met à boucler à l'infini, et si la machine A sort un 0, B s'arrête. On va prendre le temps de un peu comprendre ce que fait exactement cette machine B. Le comportement de celle-ci dépend de la sortie de A. Si par exemple B se met à boucler à l'infini, ça veut dire que la machine A a sorti un 1. Ce qui signifie que la machine de Turing, dont on a donné la table de transition en rouge, s'arrête sur sa propre table de transition. Je vous l'accorde, ça n'a pas forcément de sens, mais la machine B ne sert de toute façon à rien, donc on peut s'en contenter pour le moment. Au contraire, si la machine B s'arrête, ça veut dire que la machine A a sorti un 0. Ce qui signifie que la machine en rouge ne s'arrêtera pas si on lui donne en entrée sa propre table de transition. Bon, très bien, on est bien content, on a notre nouvelle machine B, mais je vous rappelle que ce qu'on voulait, c'était aboutir à une incohérence. Eh bien, celle-ci va arriver quand on va se demander qu'est-ce qui se passe si, en entrée de la machine B, je donne la table de transition de la machine B. Oui, c'est assez mindfuck. Il y a alors en fait deux possibilités. Soit la machine B s'arrête, soit la machine B ne s'arrête pas. Supposons que la machine B ne s'arrête pas. Ça signifie que la machine A a sorti un 1. Ce qui signifie en fait que la machine B s'arrête sur la machine B. Vous avez vu le truc? Ça veut dire que si la machine B ne s'arrête pas sur sa propre table de transition, ça signifie que la machine B s'arrête sur sa propre table de transition. Et si on regarde l'autre possibilité, si B s'arrête, ça veut dire que la machine A a sorti un 0, ce qui signifie que la machine B ne s'arrête pas sur sa propre table de transition. Donc exactement à l'inverse, si la machine B s'arrête sur sa propre table de transition, ça signifie qu'elle ne s'arrête pas sur sa propre table de transition. On voit bien ici qu'on a un paradoxe, une telle machine B ne peut pas exister. Ce qui signifie en fait que la machine A ne peut pas exister. Or l'existence de la machine A était simplement conditionnée par le fait d'avoir une méthode générale pour résoudre le problème de l'arrêt. La conclusion générale est que le problème de l'arrêt est bien indécidable. Il n'existe aucune méthode générale pour déterminer si une machine s'arrête sur une entrée donnée. Bon, donc ça veut dire qu'on a des machines de Turing pour lesquelles on ne sait pas dire si elles s'arrêtent ou non pour une entrée donnée. Mais ça pourrait être des algorithmes pathologiques, des sortes de balrogs de l'informatique sortis tout droit d'un autre monde et qui ne servent à personne. Eh bien non, et voici un exemple simple et ludique. Il s'agit du jeu de la vie. C'est un concept imaginé par John Conway en 1970 qui simule une population de cellules. On se place sur un damier infini et les règles sont les suivantes. Pour qu'une cellule survive, il faut qu'elle soit entourée de 2 ou 3 cellules. S'il y en a moins de 2, la cellule meurt par isolement, et s'il y en a plus de 3, elle meurt par étouffement. En revanche, pour qu'une cellule naisse sur une case vide du damier, il faut que cette case soit entourée exactement de 3 cellules. Prenons quelques petits exemples pour nous aider à comprendre. Voici un premier schéma avec 2 cellules vivantes côte à côte. Et bien si on regarde, chaque cellule vivante n'a en fait qu'une seule cellule vivante voisine. Donc les 2 cellules vont mourir par isolement. Et les cases vides n'ont au maximum que 2 cellules vivantes comme voisines. Donc aucune nouvelle cellule ne va naître. Finalement, l'instant juste après, il n'y aura plus aucune cellule sur le damier. Prenons un autre exemple avec un carré de 4 cellules.
Alors chaque cellule vivante a exactement 3 cellules voisines. Donc les cellules vivantes restent en vie, c'est bon. Pour ce qui est des cases vides, elles n'ont toujours au maximum que 2 cellules vivantes voisines. Donc aucune nouvelle cellule ne va naître. Finalement, le motif reste tout simplement le même éternellement. C'est bon, vous commencez à capter le truc? Bon allez, un dernier exemple pour la route. Prenons ce motif avec 3 cellules vivantes alignées. La cellule du milieu a exactement 2 voisines vivantes, donc elle survit. En revanche, les 2 cellules des côtés n'ont qu'une seule voisine. Donc les 2 cellules des côtés vont mourir au prochain tour. Si on regarde maintenant les cases vides, on remarque que presque toutes les cellules n'ont au maximum que 2 voisines, sauf 2 cellules. En effet, les cellules juste au-dessus et en dessous de la case du milieu ont exactement 3 voisines. Donc 2 cellules vont naître à ces endroits-là. Finalement, on obtient au prochain tour une barre verticale. Et en fait, ce motif va osciller indéfiniment, donnant tour à tour une barre verticale, puis une barre horizontale, etc. etc. Ça, c'était des configurations assez simples. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut faire des jeux de la vie aussi grands qu'on veut, tant qu'on a un ordinateur suffisamment puissant. Et si on regarde de suffisamment loin, on a vraiment l'impression de voir une population de bactéries évoluer en accéléré. Et même en regardant d'un peu plus près, on voit que certains motifs se dégagent plus régulièrement que d'autres. Allez, quelques petits exemples. Des structures stables, telles que le bloc, qu'on a déjà vu, le tube, le bateau, ou encore par exemple la miche de pain. Des oscillateurs, tels que le clignotant, qu'on a aussi déjà vu, ou encore d'autres, plus compliqués. Et beaucoup d'autres encore, tels que les Mathusalem, qui sont des motifs qui se stabilisent en un certain nombre d'étapes. Certains rapidement, comme celui-ci qui en met une dizaine. D'autres un peu plus lents, comme ce motif-ci appelé le gland et qui met environ 5000 étapes à s'arrêter. Ou encore des canons, comme celui-ci, appelé Gosper Glidergun, qui émet régulièrement des petits planeurs. Pour l'anecdote, son inventeur, Gosper, a remporté un prix de 50 $, offert par Conway lui-même, pour avoir trouvé la première configuration qui croissait indéfiniment. C'est quand même assez fascinant. Et ben pour une configuration initiale de jeu de la vie donnée, on n'est pas sûr de savoir démontrer qu'elle va s'arrêter ou non. Pour en revenir à l'indécidabilité, c'est un concept assez fascinant qui trouve autant des applications théoriques que pratiques. Théorique bien sûr, car il aide les mathématiciens dans leurs recherches. Si un théorème est démontré indécidable, ça ne sert à rien de chercher une démonstration. Mais aussi pratique. Un exemple typique est celui de l'informatique. Il a été démontré que c'est un problème indécidable de savoir si, étant donné un code informatique, tout le code est utile ou il y a une partie du code qui est inutile. C'est-à-dire que ça sert à rien de chercher un algorithme qui te dise si tout ton code est utile, puisqu'il n'y en a pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce que j'ai dit, et on se retrouve une prochaine fois sur Mathémagique.